Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès.
Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des tryopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes.
Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace, mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formèrent des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous,
Je n'y étais pas. Ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. En 1991, quelque part dans les jungles luxuriantes du centre du Vietnam, un bûcheron local a trouvé un trou mystérieux parmi les feuilles et les buissons. Il y a jeté un œil et a senti un fort vent souffler sur son visage. Puis, il a entendu un son étrange en provenance des profondeurs de la grotte et a réalisé qu'il s'agissait du bruit d'une rivière. Le bûcheron n'a pas examiné la grotte, mais a décidé d'y retourner plus tard avec une lampe de poche et une corde. Mais à son retour, il n'a pas retrouvé la grotte. Il a passé plusieurs années à la chercher. Enfin, dans les années 2000, il a réussi à la localiser à nouveau. En 2009, il a amené des scientifiques à cet endroit. Ils ont découvert que la grotte, appelée Sundong, est la plus grande du monde. Il y a tellement d'espace ici que tu entendras un long écho si tu cries. Le passage principal de Sundong atteint 200 mètres de hauteur à certains endroits, soit plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La superficie de la grotte est si énorme qu'un pâté de maisons entier de la ville de New York avec des gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir. Sous la jungle vietnamienne, un labyrinthe souterrain profond cache 3 des plus grandes grottes du monde. Et Sundong est le numéro 1 sur cette liste. Le vaste espace intérieur est rempli de plantes variées, de microclimats uniques et de paysages différents. C'est une véritable jungle qui pousse sous terre. Cela a été rendu possible grâce à l'effondrement du plafond à certains endroits. Il laisse la lumière du soleil y pénétrer depuis le haut. Il y a d'énormes stalactites de 76 mètres de haut sur les plafonds et les murs, ce qui est plus que la longueur d'un Boeing. Elles sont là depuis des centaines de milliers et des millions d'années. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Cela signifie qu'ils existent depuis l'époque bien antérieure aux dinosaures. En plus de la jungle, il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. Elles se sont formées à cause de l'eau de pluie qui descendait des trous dans le plafond. Ces rivières sont lisses et rapides, comme des toboggans dans un parc aquatique. Mais les chevaucher n'est pas la meilleure idée, car elles peuvent t'entraîner dans l'un de ces longs labyrinthes dont la grotte est remplie. Et on ne sait toujours pas où ils vont. Tu peux te retrouver dans une autre partie inconnue de la grotte. C'est ce qui s'est passé en 2018. 3 plongeurs ont accidentellement découvert de nouvelles zones à Sundong. La grotte s'est avérée être beaucoup plus grande que tout le monde le pensait. Ils ont plongé dans l'un des lacs de la grotte et ont atteint une profondeur de 78 mètres. Au fond, ils ont trouvé un tunnel indépendant. Les plongeurs ont installé une ligne de pêche avec un plomb et ont découvert que cet endroit atteignait une profondeur de 120 mètres et que le tunnel faisait plus d'1 kilomètre de long.
Encore aujourd'hui, la taille exacte du tunnel n'est pas connue. Shandong est également relié à une autre énorme grotte. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux voir à Shandong en plus des labyrinthes et des rivières souterraines. Tu peux trouver des grandes salles avec des lacs et tu peux marcher pendant des heures le long des couloirs sombres de la montagne. Cet endroit est d'une beauté saisissante, mais aussi dangereux. Mais oui, le plus chouette, c'est que tu peux t'y promener. Depuis 2013, la grotte de Shandong est ouverte aux touristes. Mais il ne s'agit pas d'une simple petite balade pour prendre des selfies. L'expédition dans la grotte dure plusieurs jours. Pendant le premier jour et demi, tu exploreras la 3e plus grande grotte du monde. Et seulement après cela, tu atteindras Shandong. Le chemin te fera traverser des rivières, des forêts denses, des montagnes et des rochers. Tu pourras rencontrer de nombreux oiseaux exotiques, des singes et d'autres animaux. Et selon de nombreuses personnes, le chemin vers la grotte est encore plus impressionnant que la grotte elle-même. Une fois arrivé à destination, tu passeras les quelques jours suivants à explorer Shandong. Avec d'autres touristes, des guides professionnels et des porteurs, tu dormiras chaque jour dans des tentes à différents endroits de la grotte. Tu verras des paysages époustouflants et, prépare-toi, des fossiles majestueux vieux de 400 millions d'années. Il y a aussi des salles obscures avec des lacs dans lesquels on peut se baigner. Ces expéditions aventureuses deviennent de plus en plus populaires chaque année. Les personnes qui ont visité la grotte disent que c'est l'endroit le plus étonnant qu'ils aient jamais vu. Une autre grotte incroyable se trouve en Indonésie, sur l'île de Flores. Elle est assez petite, mais renferme des choses surprenantes. En 2003, un groupe de scientifiques a découvert ici des artefacts anciens, notamment des fossiles d'outils primitifs, comme des pierres aiguisées. Les scientifiques ont réalisé qu'il y a des centaines de milliers d'années, cet endroit abritait nos lointains ancêtres. Puis, ils ont trouvé un squelette de femme très inhabituel. Cette femme mesurait seulement 1 mètre. C'est la hauteur du tour de poitrine d'une personne adulte moyenne. Cette femme n'avait pourtant aucun problème avec sa colonne vertébrale ou avec le développement de ses os. Ce squelette et d'autres trouvés dans la grotte appartenaient à des ancêtres humains inconnus. Les scientifiques ont appelé cette espèce Homo floresiensis, ou simplement Hobbit. Le poids de la femme était compris entre 16 et 35 kg. L'analyse du crâne et des os a montré qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Les Hobbits ont vraisemblablement vécu sur Terre il y a entre 190 000 et 50 000 ans. Il est probable qu'ils aient rencontré les ancêtres des humains actuels. La grotte suivante se trouve en Turquie. Imagine que tu vis dans une vieille maison et que tu décides de faire quelques réparations. Tu vires toutes les vieilles affaires des pièces. Le dernier endroit à trier est ton sous-sol. Tu ne l'as pratiquement jamais visité et tu n'as aucune idée de ce qui se cache là. Mais comme il est assez spacieux, tu décides d'en faire une pièce. Tu détruis un mur et tu découvres l'entrée de la grotte. C'est un tunnel qui mène sous terre. Tu traverses la grotte et tu vois une véritable ville souterraine. Ceci est arrivé en Turquie en 1963. Un habitant a découvert un passage secret vers une cité perdue dans sa cave. Environ 20 000 personnes pouvaient y vivre. Il y avait assez d'espace pour du bétail et des réserves de nourriture. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines, des murs et d'autres signes de civilisation. La ville a été construite à l'époque byzantine dans les années 780-1180. Elle n'est pas la seule et est reliée à de nombreux tunnels et villes souterraines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Terminons notre voyage dans la grotte la plus étrange et la plus effrayante. Nous allons au sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu peux trouver un trou. C'est un tunnel qui mène profondément sous terre. L'air à l'intérieur de la grotte a des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Dans des conditions normales, l'air que nous respirons contient environ 20% d'oxygène, mais il n'y en a que 10% ici. Tu ne pourras pas respirer librement sans une bouteille d'oxygène. L'eau et l'air ici sont empoisonnés. Presque aucun animal n'est capable de vivre dans ces conditions. Du moins, ceux que nous connaissons. Et cette grotte est remplie de 48 espèces d'organismes vivants, dont 33 sont de nouvelles espèces inconnues. Les choses rampantes qui vivent ici peuvent t'effrayer, surtout si tu as peur des insectes. D'étranges escargots blancs et des araignées blanches rampent le long des parois. Une espèce inconnue de sangsues et de crevettes transparentes nage dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches rampent sur le sol. Ici, tu peux aussi rencontrer une espèce inconnue de scorpion avec un corps blanc transparent qui ne ressemble à aucune autre espèce de scorpion.
rien ici ressemble à des animaux normaux. Toutes les créatures de la grotte sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, mais elles ont de longues pattes et des antennes, des moustaches qui les aident à se déplacer dans l'espace. Les plantes ne peuvent pas vivre ici sans lumière du soleil et sans air pur. Cela signifie que la production d'oxygène est nulle dans cet endroit. Alors, comment ces créatures ont-elles réussi à survivre? La réponse est dans l'eau. La surface du lac et des flaques d'eau ici est couverte d'une mousse qui bouge étrangement. Cette substance est un organisme vivant. Elle est constituée d'1 milliard de bactéries appelées autotrophes. Les plantes ordinaires absorbent le dioxyde de carbone et utilisent la photosynthèse pour produire de l'oxygène. Cette grotte est remplie de dioxyde de carbone. Les autotrophes l'absorbent et sécrètent de minuscules particules de nourriture. Les bactéries se nourrissent de ces particules. Des organismes plus grands se nourrissent ensuite de ces bactéries. Et ainsi de suite. Au final, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. C'est comme la photosynthèse, mais on utilise l'eau au lieu de la lumière du soleil dans les réactions chimiques. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement unique, distinct du reste du monde. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes.
Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-États des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des 3 Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui.
Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement $100 000. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture. Mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter $10 000 pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. C'était autrefois l'une des cités les plus prospères. Et elle présentait des caractéristiques impensables pour d'autres lieux de l'âge du bronze, comme des systèmes de canalisation et une architecture complexe. Pour autant, elle n'est pas devenue célèbre. Ce qui est plus mystérieux encore, c'est qu'elle a même fini par être abandonnée. Mohenjo-Daro était une ville florissante de la civilisation de la vallée de l'Indus pendant l'âge du bronze. Elle comptait pas moins de 40 000 habitants et n'avait pas grand-chose à envier à la Mésopotamie et à l'Égypte en termes de caractéristiques sociales, culturelles et économiques. Toutefois, elle demeure moins connue que des villes plus célèbres de ces régions, comme Babylone ou Memphis. Elle a finalement été abandonnée vers 1700 avant notre ère. Et la raison de cet abandon et le sort de ses habitants restent encore inconnus à ce jour. C'est en 1911 que des archéologues ont découvert l'ancienne cité de Mohenjo-Daro, après avoir entendu parler de structures inhabituelles dans la région. Cependant, les autorités indiennes n'ont pas accédé à leur requête, prétextant qu'elle n'avait aucune signification historique, et le site est donc resté intact pendant encore plusieurs années. Ce n'est qu'en 1922 qu'un spécialiste a pensé avoir retrouvé un monument enterré sur place. Cela a conduit à des fouilles de grande ampleur et à la promotion de Mohenjo-Daro au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Les vestiges découverts nous ont montré que Mohenjo-Daro était une ville incroyablement moderne pour l'époque. Elle est aujourd'hui considérée comme la mieux préservée des ruines harapéennes. L'une des caractéristiques les plus saisissantes de Mohenjo-Daro était son système d'assainissement avancé. Contrairement à l'Égypte et à la Mésopotamie, où de tels aménagements n'étaient réservés qu'aux riches, Mohenjo-Daro disposait de toilettes cachées et d'égouts souterrains dans toute la ville. Les fouilles ont ainsi mis à jour plus de 700 puits, ainsi que des bains privés et un grand bain communal. Fait remarquable, même les maisons particulières avaient leurs propres toilettes, et les déchets étaient efficacement éliminés par le système d'égout qui sillonnait la ville. Les habitants de Mohenjo-Daro étaient particulièrement soucieux de leur environnement. Comme la ville était située près du fleuve Indus, ils ont érigé de solides défenses contre les inondations en utilisant un ingénieux système de digues. Au fil des siècles, ils ont confectionné des poteries, des bijoux, des figurines et d'autres objets magnifiques, lesquels étaient échangés aussi loin que la Mésopotamie et l'actuel sultanat d'Oman. Les archéologues ont noté l'utilisation de matériaux de construction standardisés dans cette ancienne cité, quoique ses habitants n'aient pas disposé des machines nécessaires à l'époque. Surprenamment, toutes les briques y étaient quasiment identiques. Cela témoigne d'une grande attention aux détails dans la conception de la ville, car l'utilisation de briques homogènes engendre une certaine élégance. Les personnes vivant dans cette région employèrent l'écriture de l'Indus pour communiquer entre elles. Cet alphabet mystérieux pourrait être la clé permettant de dévoiler davantage de secrets de Mohenjo-Daro. C'était une langue qui utilisait des symboles au lieu de lettres et avait plus de 400 signes. Le problème, c'est que nous essayons toujours de la comprendre. Le mystère de CE qui a bien pu causer la fin de la civilisation harapéenne et de Mohenjo-Daro demeure irrésolu. Certains archéologues suggèrent que le fleuve Indus aurait pu changer de cours, ce qui aurait dévasté les cultures si l'eau était soudainement trop présente dans la ville. Cependant, il n'y a aucune preuve que des inondations aient impacté la région, ou qu'elle ait été brutalement abandonnée d'un seul coup. Le changement de cours du fleuve n'aurait pas suffi à faire disparaître toute la civilisation de l'Indus. Mohenjo-Daro n'est pas la seule cité perdue des civilisations orientales.
Par exemple, l'île de Ross était autrefois connue comme le Paris de l'Orient, en raison de son architecture impressionnante et de ses jardins. Toutefois, l'île n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son glorieux passé, et ses bâtiments sont envahis par les racines des arbres et les lianes. Situé à 3 km au large de Port Blair, en Inde, ce petit territoire servait initialement de colonie pénitentiaire, mais est ensuite devenu une station balnéaire luxueuse. Après la fermeture du complexe en 1937, un tremblement de terre a encore endommagé l'île, et elle est devenue inhabitable. Aujourd'hui, elle est gérée par le gouvernement indien et attire les touristes intéressés par l'exploration de cités abandonnées. Une autre cité perdue est celle de Kolmanskop, une ville fantôme située en Namibie, et qui abrite encore des vestiges d'architecture allemande. Autrefois destination de prisées au début du XXe siècle, elle a été colonisée par des travailleurs allemands en quête de diamants. La ville offrait des commodités telles qu'une salle de bal, un hôpital et même une piste de bowling. Cependant, cet engouement a commencé à décliner à la fin des années 1910, lorsqu'un autre gisement de diamants a été découvert à proximité. La plupart des habitants sont partis en quête de fortune, laissant les bâtiments derrière eux. Le climat chaud et l'aridité ont préservé ces structures au fil du temps. Et les touristes peuvent désormais visiter cette ville fantôme du désert depuis la ville voisine de Lüderitz. L'île de Hashima nous rappelle la façon dont la nature reprend ses droits lorsque les humains s'en vont. Elle a d'ailleurs figuré dans un film de James Bond en raison de son atmosphère irréelle. L'île a été initialement inaugurée en 1881 pour l'exploitation minière sous-marine du charbon et la population de l'île a atteint un pic de 5000 personnes en 1959. Malheureusement, les mines ont fermé dans les années 70 et les gens ont lentement commencé à déserter l'île, l'abandonnant complètement en l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, c'est une destination touristique populaire dont les visiteurs explorent les maisons désertées, les piscines, les magasins et les usines. La découverte d'or en 1862 dans un ruisseau proche de Bannack, dans le Montana, a fait passer la population de la ville de quelques centaines à plusieurs milliers en quelques années. Hélas, cette expansion rapide a été suivie d'un déclin tout aussi rapide, car davantage d'or a été découvert dans d'autres régions à proximité. En conséquence, Bannack est finalement devenue la première capitale du Montana, mais n'a conservé ce titre que moins d'1 an avant d'être remplacé par Virginia City. L'État du Montana a plus tard acquis la plupart de ces territoires en 1954 et les a transformés en parc national. L'ancienne cité de Petra, située en Jordanie, est fascinante car elle est à moitié construite et à moitié taillée dans la roche et encerclée de montagnes. Aujourd'hui, c'est une destination touristique de choix, mais à un moment donné, elle a également été abandonnée. De nombreux facteurs ont contribué à son déclin, comme une mauvaise gestion et des changements dans les flux commerciaux. Les catastrophes naturelles n'ont pas aidé non plus. Cette ville a subi de nombreux tremblements de terre qui ont dévasté ses constructions et endommagé ses systèmes d'irrigation. Comme les gens n'avaient plus d'endroit où vivre, plus d'eau et plus rien à échanger pour gagner leur vie, ils ont fini par déménager vers des lieux plus propices. Cette cité est restée cachée pendant près de 500 ans jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. La plupart des touristes qui se rendent à Santorin ignorent que l'île abrite les vestiges de l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire, celle de Terra. Cette catastrophe s'est produite il y a environ 3600 ans. Akrotiri, l'une des villes de l'époque, a été ensevelie sous l'éruption. Contrairement à Pompéi, cependant, aucun reste humain n'y a été retrouvé, laissant supposer que les gens ont eu suffisamment de temps pour fuir le volcan avant son éruption. Henry Ford, le célèbre industriel américain, a créé la Ford Motor Company en 1903. Puis en 1927, il a commencé à travailler sur un grand projet, Fordlandia. Son objectif était de construire une immense plantation de caoutchoutier près de la rivière Tapajós au Brésil, pour fournir un approvisionnement régulier en caoutchouc destiné aux pneus de ses voitures. Son idée était de faire de la ville un petit paradis, avec des piscines, des terrains de golf, des bungalows et même des sessions hebdomadaires de quadrilles. Malheureusement, les arbres de la plantation ont rapidement été infestés par un champignon, faisant échouer le projet. Ford a investi la somme astronomique de $20 millions dans cette entreprise,
Mais il n'a jamais été en mesure de produire le caoutchouc nécessaire. Il a donc revendu cette terre au gouvernement brésilien en 1945. Les bâtiments qui ont été construits sont toujours là, bien que la nature y ait repris ses droits et qu'ils ne soient plus visités que par des touristes. Sky City est une zone résidentielle située dans la banlieue chinoise de Hangzhou. Elle a été construite en 2007 et était destinée à devenir une véritable réplique de Paris. La ville a même sa propre tour Eiffel, ainsi que des copies d'autres monuments emblématiques tels que l'Opéra Garnier et les Champs-Élysées. Elle dispose également de villas et d'appartements luxueux, d'un lac artificiel, de jardins et de parcs. Malgré ses grands projets, elle est presque complètement abandonnée. Personne ne veut y vivre car elle coûte beaucoup trop cher. C'est toutefois un endroit plutôt agréable pour les locaux qui souhaitent prendre quelques photos. Des fois qu'ils voudraient faire croire à leurs amis qu'ils viennent d'atterrir dans la capitale française. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité
et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné? Les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km.
La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon.
Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord. C'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule,
Elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans.
Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue.
Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif, un peu plus grand qu'un pot de peinture, sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone. Ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas.
C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G? L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ?
Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories.
il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre.